Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require some love and desire, something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but hard just as slimy. Ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. Ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. Son of the ocean breeze, somewhere you promised me a love like a fire, no freeze, no denial, just something to gladden me. I feel electricity, your lighting is guiding me. I feel that I like it, no place we can hide it, so hard not to find it. Est-ce que vous m'entendez ou pas? On peut commencer le cours? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, ok. Donc, on commence? Ok. Est-ce que vous pouvez désactiver vos micros et parler un peu ou pas? Est-ce que vous avez la main pour désactiver et parler, répondre? Oui, madame. D'accord. Donc, quand je pose des questions, vous pouvez désactiver et répondre. Hein? D'accord? Ok, on commence. Hein? Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si déjà l'enregistrement a commencé, mais donc je dois... Pardon, qu'est-ce que je vais faire? Là, ok. Ok, on commence. Hein? Donc, aujourd'hui, on va voir les entérobactéries. Comme leur nom l'indique déjà, bactéries des entérocytes de l'intestin. Donc, ce sont les bactéries qui habitent dans nos tubes digestifs et dans les tubes digestifs des animaux. Donc, entéro, c'est bactéries de l'intestin. Donc, ce sont les hôtes normaux ou pathologiques du tube digestif de l'homme et des animaux. Donc, ce sont dans la majorité des cas des bactéries commensales du tube digestif, non seulement de l'homme, mais aussi des animaux. Sauf dans quelques cas et pour quelques espèces, elles sont des hôtes pathologiques, c'est-à-dire des bactéries pathogènes spécifiques. Mais en fin de compte, la quasi-totalité des entérobactéries sont des bactéries commensales de nos tubes digestifs. Et de ce fait, puisque les matières fécales sont fréquemment émises dans l'environnement, elles sont très ubiquitaires dans l'environnement, on les trouve partout dans les eaux des lacs, dans les sols, puisqu'en fin de compte, elles sont aussi des bactéries résistantes dans l'environnement. Et d'ailleurs, la souillure ou leur présence dans l'eau signifie que l'eau est contaminée par les matières fécales et elle n'est pas potable. D'accord? Donc, c'est une famille très, très vaste du point de vue des genres et des espèces qu'elle renferme. Elle renferme à peu près 40 genres, plus que 200 espèces, et les espèces les plus rencontrées dans la pathologie humaine sont au nombre de 12, une dizaine à peu près d'espèces qui sont incriminées dans la pathologie humaine. En fin de compte, elles sont à la fois commensales, elles nous habitent, mais aussi elles peuvent se retourner contre nous et deviennent pathogènes. On en distingue le chef de file, je crois que vous connaissez tous le Escherichia coli, c'est le chef de file des entérobactéries. Il n'y a pas un homme dans cette planète qui n'a pas de Escherichia dans ses intestins. Mais aussi, on a des Klebsiella, les entérobactères, les Proteus, les Salmonelles, les Citrobactères, les Yersinia et les Shigella. On va en voir
les principales espèces qui sont incriminées en pathologie humaine. On va voir Escherichia et surtout Escherichia coli. Donc, l'espèce, ici, c'est les genres Escherichia et l'espèce la plus fréquente, c'est Escherichia coli. On va voir aussi les salmonelles, les Yersinia, les Shigella, puisqu'elles sont des bactéries pathogènes spécifiques. On va voir grosso modo les autres bactéries parce qu'elles se comportent de la même façon, elles sont pathogènes opportunistes. Est-ce que vous distinguez les pathogènes opportunistes et pathogènes spécifiques ou pas? Vous avez la différence entre une bactérie pathogène opportuniste et spécifique? Vous avez déjà vu l'année dernière? Ah non? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire une bactérie pathogène spécifique? Il peut donner sa définition, désactiver son micro et donner sa définition? Non? On va voir. Ok, donc la majorité, vous ne connaissez pas. Vous avez vu Staphylococcus aureus, hein? Il est ou pas? Vous avez déjà vu Staph ou pas? Non. Non? Le cours dernier, c'était quoi? Le dernier cours des de la bactérie? Streptocoque. Ah, vous n'avez pas vu le staphylocoque. D'accord. Mais le streptocoque, non. Des bactéries pathogènes opportunistes ou spécifiques? Opportuniste. Opportunistes, d'accord. Quelle est la définition d'un opportuniste en fin de compte? Commensal. Commensal. Bon, c'est pas la même définition, mais presque, oui. Donc, oui, les pathogènes comme immunodépression, مثلا. Ok. Donc, pathogènes opportunistes, enfin, c'est généralement les bactéries commensales qui nous habitent et normalement, elles donnent aucune pathologie dans notre corps lorsqu'on est immunocompétent. Mais lorsque notre immunité diminue, elles se retournent contre nous et deviennent pathogènes. C'est pourquoi opportunistes. Elle profite de la diminution de notre immunité pour faire une infection. Alors que les pathogènes spécifiques sont toujours pathogènes, quel que soit ton état immunitaire. Elles vont donner une infection toujours quasiment spécifique, toujours le même type d'infection. Exemple type, c'est la tuberculose, le BK. Mais aussi les salmonelles, les Shigella. Les salmonelles, vous avez entendu des salmonelles ou pas? Non? Sont les bactéries les plus fréquemment, parmi les bactéries les plus... Les poulaillers, les viandes. Non, j'ai pas compris. Non? Oui, fièvre typhoïde, c'est ça. La fièvre typhoïde. Enfin, on a entendu avec le corona, au début de la crise, il y a une épidémie de fièvre typhoïde. Et c'est Salmonella typhi qui en est responsable. Enfin, généralement, les salmonelles, les Shigella sont responsables de diarrhée, de pathologie digestive, de diarrhée, et sont pathogènes spécifiques. Chaque fois qu'on se contamine, qu'on mange une salmonelle, on va développer une diarrhée. Et ça, n'importe lequel ton état immunitaire. Ça peut être une diarrhée grave, ça peut être moins grave si tu as une bonne immunité, mais quel que soit, ça va être pathogène. Tu peux pas ne pas développer une maladie, bien que parfois elle soit asymptomatique. Tu es porteur asymptomatique, mais c'est anormal. Donc, on peut pas la porter, autrement dit, à l'état normal. Donc, les salmonelles ne peuvent pas être commensales. Chaque fois qu'on la porte, on va développer une maladie, quelle que soit. Elle peut être parfois asymptomatique, parfois symptomatique, mais souvent symptomatique. Donc, ces bactéries pathogènes spécifiques, elles vont toujours donner une maladie, quel que soit ton état immunitaire. Et en fin de compte, généralement, ces pathologies sont spécifiques. Donc, généralement, salmonelle, c'est toujours une diarrhée. C'est spécifique. Alors que pour les bactéries pathogènes opportunistes, elles vont se retourner contre toi dans le site où elle va pouvoir infecter. Donc, parfois, le Escherichia coli, son note normale, c'est le tube digestif. Normalement, dans le tube digestif, à part les quelques souches pathogènes spécifiques qu'on va voir de Escherichia coli, parce que c'est une espèce un peu particulière,
Mais généralement, la quasi-totalité des sources de Escherichia coli comportent dans notre tube digestif sont commensales. Elles sont là, on en a besoin pour vivre. On ne peut pas s'en débarrasser parce que elles participent à l'équilibre de notre corps et elles ont beaucoup de rôles dans notre digestif, tels que la digestion, la participation à la formation d'une barrière contre l'entrée des bactéries pathogènes, telles que les salmonelles. On a un film de Escherichia coli dans notre tube digestif pour empêcher les bactéries pathogènes spécifiques de pénétrer. Mais chaque fois que cette Escherichia coli remonte du tube digestif vers l'arbre urinaire, les voies urinaires, la vessie n'est pas son lieu normal de vie, elle peut y adhérer et participer ou être à l'origine d'une infection urinaire. Donc, normalement, Escherichia coli dans le tube digestif ne fait rien. Si elle se trouve dans la vessie, elle va faire une infection parce que la vessie n'est pas son lieu normal de vie. Et le fait qu'un Escherichia coli remonte de tube digestif vers la vessie, c'est une diminution de l'immunité, c'est une rupture des barrières. En fin de compte, normalement, notre vessie, c'est un milieu stérile. Le fait qu'un Escherichia coli puisse monter du tube digestif vers la vessie, c'est une diminution de l'immunité. De la même façon, quand on se blesse, normalement, on peut porter par la fois un Escherichia coli dans notre main. Et c'est souvent, surtout après avoir allé aux toilettes et ne pas bien laver ses mains, on peut la porter, Escherichia coli dans nos mains, elle fait rien, on peut la remanger et elle fait rien. Mais si on est blessé ou si on touche un malade qui est infecté ou qui est blessé, on peut lui transmettre l'Escherichia coli dans la plaie et dans la plaie, c'est une rupture de la barrière cutanée, donc c'est une immunodépression qui n'est pas très profonde, c'est vrai parce que c'est une légère plaie, mais Escherichia coli peut se développer dans cette plaie. Dans ce cas, on l'appelle une infection opportuniste. C'est clair? Donc, du point de vue pathogène spécifique, oui, c'est très grave. Généralement, c'est grave, ces bactéries. Et normalement, on ne doit pas s'infecter par ces bactéries-là. Mais pour les pathogènes opportunistes, notre infection peut être endogène ou exogène. Donc, on peut s'infecter par nos propres souches, mais on peut s'infecter par les bactéries que nous apportent une autre main ou quand on touche un objet qui n'est pas propre. Ces bactéries représentent, les infections à bactéries pathogènes opportunistes représentent la quasi-totalité des infections aux entérobactéries. C'est une entité très importante. On peut les éviter la plus grande gravité de ces infections revient à ce que ces infections surviennent souvent chez des états immunodéprimés et souvent ces entérobactéries cumulent de plus en plus de résistance aux antibiotiques et ça va nous poser un grand problème thérapeutique. Ok, donc nous on va s'intéresser aujourd'hui aux bactéries pathogènes spécifiques, on va les détailler un peu plus parce qu'elles vont donner des maladies un peu spécifiques alors que les pathogènes opportunistes vont pouvoir donner tous les types d'infections extradigestives qu'on peut les imaginer. Elle peut donner des infections urinaires, des infections abdominales, des voies biliaires. C'est pas des diarrhées, hein. C'est des infections abdominales, que ce soit des péritonites, des cholécystites, des abcès hépatiques. Ça peut donner des infections pulmonaires particulièrement chez les patients ventilés, des septicémies lorsque la bactérie passe dans le sang. Des infections nosocomiales tout venant, les infections de plaies, de sites opératoires, des infections urinaires sursantes, les ventilations. Vous comprenez maintenant les deux entités. Une entité, normalement, c'est communautaire, mais ça peut être nosocomial, mais c'est des bactéries qui sont toujours pathogènes, sont quelques espèces d'entérobactéries, les salmonelles, Shigella, Yersinia et quelques souches de Escherichia coli. Et toutes les autres entérobactéries, normalement, sont des commensales et ne peuvent être responsables que de pathologies opportunistes lorsque notre immunité diminue. Voilà. Vous suivez? Oui. D'accord, on continue. Hein? Donc ça, c'est les bactéries, les deux grands groupes d'entérobactéries. Les pathogènes spécifiques et les pathogènes opportunistes. Les pathogènes spécifiques, comme je vous ai dit, sont 4.
les salmonelles Shigella et les Yersinia, qui sont toujours responsables de diarrhée. Et à part Yersinia, on va voir une bactérie qui est un peu spécifique, Yersinia pestis, qui donne la peste. T'as foi, voilà? La peste, ok. Donc ça, c'est une bactérie un peu spécifique, mais c'est une entérobactérie qui ne donne pas une diarrhée, mais la peste. Les autres diarrhées et les Escherichia coli, comme je vous ai dit, c'est une espèce dans la quasi-totalité des cas pathogènes opportunistes ou commensales, mais donc pour quelques souches, elles ont acquis des facteurs de virulence un peu particuliers qui les rendent pathogènes spécifiques responsables de diarrhée. Donc à la fois, le Escherichia coli, c'est une espèce dont le contenu en gène de virulence conditionne son état ou bien spécifique, pathogène spécifique ou pathogène opportuniste. Mais dans la quasi-totalité, elle est opportuniste. Autrement dit, on ne peut pas porter les Escherichia coli pathogènes spécifiques parce que normalement, elles devraient être responsables de diarrhée. Mais les contaminations par ces pathogènes spécifiques, puisque normalement ce sont des hôtes de tube digestif pathologiques, donc on va se contaminer à travers les matières fécales. Que ce soit une contamination directe lorsqu'on les porte sur nos mains, dans nos mains. Normalement, c'est après avoir allé aux toilettes et ne pas bien laver les mains. On garde quelques souches de salmonelle si on est infecté, de Shigella ou Yersinia. On va saluer une autre personne, donc on va lui transmettre directement les bactéries. Et ça, c'est la transmission directe. Ou indirectement, si nous, on touche un objet et on le contamine, on ne le désinfecte pas bien, une autre personne vient le toucher et donc ça va être une contamination indirecte, comme aussi son ingestion par l'eau ou des aliments contaminés qui contiennent ces salmonelles, bien sûr, lorsqu'on sont contaminés par des matières fécales qui contiennent ces bactéries-là. Donc ça, c'est la transmission directe, et l'indirecte, c'est le fait qu'il y a un intermédiaire entre l'hôte et entre la bactérie et la personne qui va être contaminée. Donc, généralement, ce sont les bactéries du péril fécal. Qu'est-ce que ça veut dire, les périls fécales, les maladies du péril fécal? C'est, en fin de compte, toutes les maladies où il y a un microbe, qu'il soit une bactérie ou un virus, et qui est émis dans les matières fécales sous forme vivante, et qui est en plus résistant dans la nature. Donc, il y a deux conditions. Il doit être mis dans la matière fécale sous forme vivante et ensuite, il doit être vivant. Et dans ce cas, il va se propager dans la nature, contaminer les eaux, les sols, les aliments, bien sûr, qui ne sont pas bien lavés, vont contaminer ces malades. Et ces malades, en fin de compte, vont développer la maladie qui peut être parfois asymptomatique. Et ça, c'est très dangereux. Lorsqu'on développe une maladie asymptomatique, on va contaminer les autres sans qu'on s'aperçoive. Et nous, on va émettre bien sûr les matières fécales, et si on a une mauvaise hygiène, ces matières fécales vont être directement émises dans la nature, dans le sol, dans les eaux, où on va contaminer donc les autres malades aussi, soit par les mains directement, si on ne se lave pas bien les mains, ou aussi les mouches peuvent aussi jouer un rôle très important dans ces maladies du péril fécal, où ils peuvent être un transmetteur indirect de ces bactéries lorsqu'ils vont se déposer sur les matières fécales, bien sûr, des hommes. Donc, tout ça, ça dénote d'une mauvaise hygiène fécale et d'un mauvais état d'hygiène. Et ces maladies-là sévissent énormément dans, bien sûr, les pays en voie de développement où l'assainissement des eaux et la gestion des matières fécales n'est pas assez robuste. OK, donc le fait qu'on se contamine par des bactéries pathogènes spécifiques, des entérobactéries, ça dénote d'une mauvaise hygiène fécale et d'un niveau d'hygiène très, très réduit. Mais alors que les bactéries pathogènes opportunistes, ça ne dénote pas d'une mauvaise hygiène, bien que oui, parfois, on va le voir, elles ont un grand intérêt médical parce que souvent, elles sont rencontrées dans la majorité des infections extra-digestives, qu'elles soient communautaires ou nosocomiales, mais aussi nosocomiales. Nosocomiales, c'est-à-dire toutes les infections hospitalières acquises à l'hôpital. La nouvelle dénomination, c'est les infections associées aux soins.
auparavant nosocomial, ou jusqu'à maintenant nosocomial veut dire acquise à l'hôpital, c'est-à-dire après 48 heures d'hospitalisation. Donc, on s'est contaminé dans l'hôpital, mais puisque les soins sont de plus en plus prodigués en communauté, dans les maisons, dans les EHPAD, et donc, dans ce cas, c'est plus judicieux de dire que c'est lié aux soins parce qu'on l'acquiert à l'hôpital, à notre maison. Mais enfin, c'est lié aux soins qui sont donnés à la maison. C'est pourquoi la vraie dénomination, c'est associé aux soins que nosocomial. Abstraction, en fait, c'est lié aux soins liés à un geste invasif qui a été donné à un malade, bien sûr, de façon aseptique. Donc, de façon sceptique plutôt que où on n'a pas bien respecté les mesures d'hygiène. Donc, ça peut être d'une origine endogène ou exogène. Donc, extra-digestif, je rappelle où c'est bien clair. Ça peut être Escherichia coli, mais ça peut être toutes les espèces autres que les pathogènes spécifiques qu'on a vus, les salmonelles, Shigella et Yersinia et quelques souches de Escherichia coli. Donc, ce sont toutes les espèces commensales de Escherichia coli qui se voient dans un autre site que les intestins. Donc, elles peuvent, même dans le péritoine, après une rupture du péritoine, voilà, du côlon, une tumeur, voilà, une rupture lorsqu'il y a une surpression, le côlon, il y a une rupture du côlon. Il va se rompre dans le péritoine qui est stérile. Donc, les matières fécales, elles vont sortir du côlon vers le péritoine qui est stérile. Et donc, ils vont être responsables d'infections péritonéales qui s'appellent péritonite. Ça, c'est les infections abdominales, aussi les cholécystites. Les infections urinaires, donc lorsque les bactéries, Escherichia coli ou autres, ou Klebsiella ou Proteus qui sortent du tube digestif remontent dans la vessie, vont être responsables d'infections urinaires. Les septicémies, lorsqu'à partir d'une infection urinaire, d'une péritonite, d'une infection néonatale chez le nouveau-né, elles vont pas être localisées au site primaire de l'infection, elles vont passer dans le sang, elles vont être responsables de septicémie. Donc, c'est de loin les bactéries les plus isolées au laboratoire et dans les infections humaines, qu'elles soient communautaires ou nosocomiales. Donc, elles ont un grand intérêt sur le plan médical. Donc, on peut se contaminer, qui m'a dit comme le Escherichia coli, le tube digestif interne, toute la vessie, dans notre propre vessie, on s'est contaminé par notre propre Escherichia coli. Généralement, ce sont des infections inévitables presque. Une diminution de l'immunité de l'hôte où tu es contaminé par tes propres bactéries. Pas un défaut d'hygiène parfois. Mais les exogènes, chaque fois que tu es contaminé par un Escherichia coli, d'une autre personne, une sonde urinaire, ou quelqu'un il porte un Escherichia coli dans les mains, il a manipulé la sonde urinaire sans avoir lavé les mains, donc il va contaminer la sonde par Escherichia coli. Bien sûr, cet Escherichia coli va se déplacer tout au long de la sonde et va aboutir à la vessie et être responsable d'une infection urinaire sur sonde. Ça, c'est une infection exogène. OK? Donc, ces transmissions-là exogènes dans l'hôpital, elle est très, très fréquente. Parfois, on ne se sent pas de la facilité de transmission, on ne sent pas la facilité de transmission de ces bactéries à l'hôpital, alors que chaque geste compte. Et c'est pourquoi le lavage des mains, c'est le plus important pour contrecarrer ce transfert. C'est souvent les mains qui véhiculent les bactéries, soit de leur réservoir ou des objets qui l'ont contaminé. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous vraiment schématiser bien ces transmissions à l'hôpital et pour que vous soyez un peu plus prudent et vous sentez l'importance du lavage des mains parce que c'est le seul moyen qui va rompre ce cercle vicieux de transmission de ces bactéries, qu'elles soient entérobactéries ou autres, du col, les streptocoques, les staphylocoques, vous allez voir, OK. Vous suivez? Goes right past the hand gel. Doctor! How's the leg today? Come on, Dan, doc. Still no. Vous suivez ou pas? Oui, madame, oui. D'accord. Hein?
Juste 2 minutes, hein. All right. Not even in gloves? Oh, come on. That doesn't really happen, does it? Les bactéries ici sont schématisées fluorescentes, hein. Vous allez voir son cercle de transmission à l'hôpital. Hop, pardon. Pass the hand gel. How's the leg today? A lot of pain, Doc. Still no better. All right. Not even in gloves? Oh, come on. That doesn't really happen, does it? If you can see what I see, MRSA, VRE, Pseudomonas, etc., etc. Your attending isn't wearing gloves, so you're not either, right? Wait, the hand gel. Donc, vous voyez, il va contaminer les téléphones parce qu'on n'a pas lavé bien les mains. What? Okay, yes. Are those gram negatives or gram positives? Ça peut être des grammes négatifs que des grammes positifs. Oh, L'infirmière those a microbes décroché le spread téléphone. everywhere. Yes, I am. Elle s'est fait transmettre des bactéries. Okay, I'll draw that blood right now. MRSA, VRE, whatever. Elle est allée voir un patient, bien sûr. Nurse, you didn't clean your hands either? Elle n'a pas lavé les mains. Elle a touché Oh, le sérum man. physiologique, le cathéter. Donc, le malade vient d'être opéré. Il He a un just had an cathéter operation, central. and you Elle put a l'a big manipulé. IV in his neck. It goes almost all the way to his heart. Please don't. Finally, that's the part I wanted to see. Clean your hands before and after every time you contact the patient or the patient's environment. If your hands are not visibly soiled and the patient doesn't have C. diff, use alcohol-based hand gel to kill those germs. See? Doesn't slow you down. Really, you should also clean your equipment just as often. Donc, vous devez aussi bien désinfecter les stéthoscopes et tout ça. Mais la Your règle d'or, patients c'est thank you. vraiment de laver ses mains avant chaque geste, après chaque geste, lorsqu'on a touché n'importe quel objet dans l'hôpital. Donc, ça, c'est les règles d'or pour stopper la transmission des bactéries. C'est clair? Oui. OK, hein? On termine. Donc, ça, c'est très important. Madame, Oui. Madame, les entérobactéries opportunistes ne donnent que des infections extra-digestives, ne peuvent pas donner Oui, des que diarrhées. extra-digestif, parce que... Non, non. Une Klebsiella ne peut pas être responsable de diarrhée, protéus. Non, elles n'ont pas les facteurs de virulence qui les rendent responsables de diarrhée. Elles n'ont pas les c'est logique, elle est commensale. Elle ne peut pas envahir nos intestins. Elle se fixe juste sur les intestins pour donner un film bactérien qui nous protège. C'est la définition même d'une bactérie commensale. Alors que les bactéries qui peuvent donner des diarrhées, elles doivent avoir ou bien des toxines ou des facteurs qui les laissent capables de traverser l'intestin, de le détruire et être responsables de diarrhée. OK? Donc, les bactéries qui sont commensales, elles ne peuvent pas leur donner une diarrhée. Une diarrhée, c'est une bactérie pathogène spécifique qui a la capacité d'envahir l'intestin, pas le coloniser simplement. On ne peut pas. Donc, extra-digestif, qui m'a dit comme abdominal, c'est extra-digestif. Extra-digestif, c'est diarrhée. OK. Mais péritonite, حاجة أخرى. Escherichia coli, Klebsiella, elles peuvent être retrouvées dans les péritonites. L'infection du péritoine qui est une cavité stérile. Donc, voyons la morphologie, les caractères bactériologiques des entérobactéries. L'essentiel, c'est de retenir que ce sont des bacilles à grammes négatifs, donc roses, et qui ne sont pas du tout exigeantes.
C'est important. Bon, mobile, immobile, on va voir un peu l'intérêt d'avoir une flagelle pour certaines bactéries, surtout les salmonelles, parce que ça va nous aider pour les identifier. Sinon, parmi les caractères bactériologiques, ce qui est à apprendre, c'est un passé à gram négatif, bien sûr. Vous devez savoir ça. Et du moins, c'est très important pour orienter l'antibiothérapie, qui Marine El Marel fait. La coloration de grammes peut vous orienter dans les 15 minutes qui suivent la coloration. Le prélèvement, si tu as une infection à bactéries à gram négatif ou à gram positif. Donc, ça va vous orienter chez l'infection. Et en plus, c'est pas exigeant. Il pousse normalement sur les milieux de culture. Pourquoi c'est important pour vous de savoir à l'âge qui est exigeante ou la mouche exigeante? Elle ne meurt pas rapidement ou elle pousse sur les milieux ordinaires rapidement, mais elle n'a pas enrichi. رينا المرة اللي فاتت علاش؟ بس ايوه d'accord. Pour vous, bon, ماهوش important باش تعرف شنو المilieu sur lequel on va vraiment ensemencer la bactérie, mais du moins اللي يلزمك تعرفوا انت comme médecin quand tu demandes, tu fais un prélèvement et tu l'envoies au laboratoire. لازمك تعرف عندك une idée des bactéries que tu veux chercher qui peuvent être responsables de l'infection. Si elles sont des bactéries exigeantes ou fragiles ou elles nécessitent plutôt un milieu spécifique pour leur un diagnostic spécifique pour leur recherche, tu dois le spécifier. في البان دو دوموند مثلا كي عندك une infection urinaire تواك انت تعرف هي الشيشيا كولي سي لو بلو فريكون مي تعرف اللي هو ça peut pousser rapidement, c'est pas exigeant معناتها او c'est pas fragile, donc ça risque pas de mourir dans la demi-heure qui suit le prélèvement. معناتها مش لازمك تبعثوه في 30 minutes qui suivent le prélèvement, alors que في les streptocoques اللي ريتوهم ils sont un peu fragiles هكا ولا شنو le fragile اللي ريتوه في les streptocoques؟ الستريبتوكوك والبنوموكوك. Bon, le pneumocoque, disons le plus fragile, il est responsable de méningite, هكا ولا؟ Donc, وقت هو il est responsable de méningite, وانت عملت une PL, tu n'as pas le droit de la mettre في السيرفيس 30 minutes فوق 30 minutes. Donc c'est vrai, c'est une grande urgence, mais en plus la bactérie peut mourir إذا تخليها أكثر من 30 minutes à l'air libre. OK. Donc ما هي احنا في اللابوراتوار دوما ما تجينا باش نزرعوها على les milieux bon qui sont en fin de compte des milieux ordinaires عاديين. Mais la bactérie, elle est fragile et elle doit être rapidement manipulée. Donc, les bactéries qui sont responsables d'infections méningées sont fragiles et doivent être transportées rapidement pour qu'elles ne meurent pas. Alors que maintenant, les infections urinaires où on va trouver Escherichia coli et les autres entérobactéries, c'est pas très fragile. Donc, on a même le droit de les conserver au frigo 12 heures ou 24 heures. Vous voyez l'importance, la bactérie qui pousse rapidement, elle n'est pas exigeante, elle peut persister même dans l'environnement. Donc, le caractère bactériologique, c'est pour savoir l'impact à diagnostic. Mais en plus, tu suspectes le BK, qui est infection tuberculeuse, ou tu as une infection urinaire, ou tu as une ECBU. Mais pas pour la recherche, مش infection urinaire عادية, معناتها une infection tuberculeuse. هيك الوقت إذا ما تقولش راني أنا je suspecte une infection urinaire tuberculeuse, on peut pas la chercher. خاطر c'est pas habitué ou c'est un diagnostic spécifique. Donc إذا ما تقولش أنت le CBU اللي باش تبعثوا l'examen cytobactériologique des urines, alors je suspecte le BK ou je veux chercher, on le fait pas. OK. Donc, il y a des bactéries à recherche spécifique, où elles sont exigeantes, ou elles sont fragiles. Logiquement, tu dois le spécifier. واضح؟ تسمعوا؟ Oui. D'accord. Donc, pour les entérobactéries, ça pose aucun problème diagnostique. Elles poussent rapidement, elles n'ont aucune exigence, elles peuvent même persister 24 heures dans le frigo. OK. Et d'ailleurs, elle persiste dans l'environnement. Donc, ما عندنا حتى مشكلة
dans leur recherche au laboratoire. Le seul problème qu'on a, c'est quand on va les chercher dans les selles. خاطرهم في وسط flore très abondante, on doit choisir les bactéries qui sont pathogènes spécifiques. خاطر احنا كيف نزرعوا une selle, on aura des milliers d'espèces, des milliards de bactéries qui vont exister, qui vont pousser sur les milieux qu'on va donner. Donc, nous avons des milieux sélectifs qui inhibent toutes les autres espèces et laissent que les pathogènes spécifiques qu'on cherche. Généralement, nous avons des milieux sélectifs comme Salmonelle, Shigella, c'est le milieu qui sélectionne, inhibe toutes les autres et reste que les Salmonelles et les Shigella qui sont responsables de diarrhée. Ok, c'est une spécificité, vous n'êtes pas vraiment tenu de reconnaître les milieux sélectifs qu'on utilise au laboratoire, ni les techniques. Hein. Pour moi, c'est votre devoir, c'est de faire un bon prélèvement, de bien orienter le diagnostic selon vos suspicions diagnostiques. Donc, quand vous cherchez, vous demandez une PCR, c'est une PCR. Je cherche une telle bactérie, je veux la chercher par PCR, par un diagnostic rapide. Donc c'est ça, quand tu cherches une bactérie fragile, tu dois le transporter rapidement. Quand tu cherches une bactérie à culture lente, tu dois le spécifier. Tu dis que je cherche le BK ou une Bruxelles. Ok. C'est le diagnostic bactérieux. Répondez-moi. Rito, allez. Vous êtes connecté oui. ou pas? Oui, okay. évidemment. D'accord. On va voir. Les critères antigéniques des entérobactéries, bon, ils sont importants pour surtout Salmonelle. Donc, les structures antigéniques de la bactérie, il y a 3 antigènes, l'entérobactérie. Il y a l'antigène O ou somatique, qui est l'antigène de la paroi. D'accord, du LPS qui existe que chez les entéros, que sur les BGN. Les flagelles pour les bactéries qui sont mobiles, parmi les espèces mobiles des entérobactéries, généralement la quasi-totalité sont mobiles. Donc, il y a un flagelle, l'antigène flagellaire H. Ou souvent, il y a capsulé, elle a l'antigène K, qui est l'antigène de surface. Donc, l'antigène O, c'est un antigène qui joue un rôle d'endotoxine. HV capsule, c'est un antigène c'est une surface ou une enveloppe qui inhibe la phagocytose. Et les flagelles, c'est un organe de mobilité de la bactérie, pas de virulence. Pour abstraction faite de leur rôle physiopathologique, le plus important pour nous, c'est son rôle épidémiologique de typage. On n'identifie qu'au niveau de l'espèce de la bactérie. Parfois, on veut avoir le sérotype, c'est-à-dire le type d'antigène O, H et K qu'elle possède. Et ça, le type d'antigène O, ou le H, ou le K, définissent le sérotype de la bactérie. Tu as Escherichia coli, qui a un certain sérotype qui est مثلا antigène O1 ou le flagellaire H4 ou le K1. Ok, ça s'appelle un sérotype. Parfois, certains sérotypes sont associés à certains types de maladies. C'est important. Mais le plus important que systématiquement le sérotype de la bactérie, c'est quasiment toujours obligatoire pour les salmonelles. On va voir que les salmonelles, on ne doit pas s'arrêter sur l'identification de l'espèce. On doit les distinguer selon leur sérotype. Des sérotypes qui sont associés à la fièvre typhoïde, les salmonella typhi ou la fièvre typhoïde, ou les autres salmonelles qui donnent des salmonelloses mineures, qui ne sont pas très graves, diarrhée ou l'autre fièvre typhoïde. Donc ça dépend des sérotypes. Tous des salmonelles entériques, tous de la même espèce, mais leur sérotype détermine leur pathogénicité. Ça, c'est important. Pourquoi savoir le sérotype? Normalement, on n'a pas le droit de communiquer le résultat d'une salmonella sans avoir précisé le sérotype. Parce que ça a un rôle très important sur le plan diagnostic clinique. Ce n'est pas le même type de maladie selon le type de sérotype. Sinon, pour les autres espèces, ce n'est pas très important. Okay. Le sérotype, la structure antigénique selon la composition de l'antigène O, H,
Et cas, c'est important surtout pour les salmonelles. Pour les autres, on distingue plusieurs sérotypes, mais sur le plan épidémiologique, c'est pas très, très important. La résistance aux antibiotiques, ça, c'est une très importante. Donc, déjà, ce sont des bacilles gram négatifs, donc des entérobactéries. Elles sont naturellement résistantes à... Comme déjà le support PowerPoint où elle est. Si, donc comme déjà. Voilà. Elles sont résistantes à quoi? Les bactéries, les bacilles, les grosses molécules, les antibiotiques qui ont un gros poids moléculaire ne peuvent pas traverser cette paroi des bactéries à gram négatif qui est en fin de compte très lipidique, donc qui ne laisse pas pénétrer les grosses molécules, qui ne doivent passer, les molécules qui peuvent traverser les bactéries à gram négatif doivent le faire à travers les porines. Les porines qui ont en fin de compte un diamètre pas très grand, et c'est pourquoi les antibiotiques qui ont une très grosse taille ne peuvent pas pénétrer les bactéries à gram négatif, alors qu'ils passent tout à fait librement les bactéries à gram plus. Donc, les entérobactéries sont des bactéries à gram moins, donc parmi les bêta-lactamines, la pénicilline G et M qui sont de grosses molécules ne peuvent pas pénétrer les bactéries à gram neg, non plus les macrolides, les glucopeptides et l'acide fusidique. Il y a un autre que j'ai oublié, je crois. L'oxazosile, oui, les macrolidés apparentés. Oui. Et la RIFA. Donc, pas toutes ici qui sont, mais les principales. OK. Hatarifon piscine, c'est associé à ça. Hein. Donc, ça, c'est des grosses molécules. On ne doit pas les tester sur bactéries à gram négatif. Ça ne sert à rien. On va trouver que c'est résistant. Mais malheureusement, ça, c'est pas que la résistance naturelle. Donc, toutes les entérobactéries vont être résistantes à toutes ces molécules. Ou parmi les autres, les bêta-lactamines. Pourquoi, puis chaque cours, vous allez voir les bêta-lactamines, dit la résistance à la fois naturelle que acquise. À la khatrum, c'est les molécules les plus utilisées. Donc, vous devez savoir un peu les mécanismes de résistance, que ce soit naturel ou acquis, pour que vous puissiez bien les manipuler et les utiliser. Donc, malheureusement, pas toutes les entérobactéries sont naturellement sensibles à toutes les bêta-lactamines. Bien sûr, hormis le pénicilline G ou M, qui sont résistants naturellement, des bacilles à gram négatif. Mais, il y a des espèces d'entérobactéries qui sécrètent des bêta-lactamases par leur génome. Donc, le génome des gènes qui codent pour les bêta-lactamases, qui hydrolysent les bêta-lactamines. On a déjà deux types de bêta-lactamases naturelles, les pénicillinases ou céphalosporinases. Donc, c'est pourquoi on va les grouper en 4 groupes selon leur contenu en bêta-lactamase, selon les gènes qu'ils contiennent dans leurs chromosomes qui codent pour ces bêta-lactamases ou ces gènes qui codent pour des enzymes qui hydrolysent les bêta-lactamines. Le groupe 1, c'est le groupe des Escherichia coli, des Shigella, des Salmonelles et des Proteus mirabilis. Ce sont les bactéries qui sont naturellement sensibles à toutes les entérobactéries, sensibles à toutes les bêta-lactamines, à la khatrhum عندهم حتى bêta-lactamase. Le groupe 2, surtout la Klebsiella pneumoniae, qui est la deuxième bactérie la plus isolée dans les infections nosocomiales, les entérobactéries. La pénicillinase qui hydrolyse toutes les pénicillines. OK. Ou l'entérobactère, groupe 3, ou Serratia, ou le Morganelle, ou le Proteus, ou le Providencia, ont une céphalosporinase. Céphalosporinase, c'est-à-dire, elle hydrolyse les céphalosporines première, deuxième génération et l'aminopénicilline. Ou le groupe 4, vous pouvez l'oublier, Yersinia enterocolitica, on n'en a pas en Tunisie, quasiment pas. Fiazouz, le pénicillinase ou le céphalosporinase. Donc, le plus simple, c'est d'apprendre que presque toutes les bactéries qui sont responsables, pathogènes spécifiques, Escherichia coli, bon, on a dit maintenant, elle est spécifique,
un peu particulière l'espèce, des souches pathogènes spécifiques, des souches opportunistes. Ou les shigelles et les salmonelles sont des bactéries responsables de diarrhée, donc pathogènes spécifiques, كلهم sensibles aux bêta-lactamines si elles n'ont pas bien sûr acquis des résistances. Le Klebsiella هي اللي فيها Citrobacter groupe 2 والبقية كلهم des groupes 3. Hein. Ok, donc c'est plus simple comme ça pour les apprendre. Un bref rappel, on a déjà vu ça, la pénicilline فيهم le G ou le M ou le A ou le carboxy ou les irido, ticar ou l'irido ou le pépéra. Les céphalosporines فيهم les première, deuxième ou troisième génération et les carbapénèmes. On a le monobactam, c'est pas très important. Donc déjà la dernière fois, Rina, que les pénicillines ont le moins large spectre. On dit C1G plus large ou C2G c'est plus large ou C3G c'est plus large. Ou pas les carbapénèmes qui sont les plus larges. Donc le groupe 1, les endopénicillinases, donc toutes les pénicillines ne vont pas être actives. Donc, Escherichia coli, Salmonelle, Shigelle ou le Proteus ne vont pas être tués par l'amoxicilline, la Tica ou la Pépéra. Bien sûr, non plus, pénicilline G ou le M. Alors que les bactéries du groupe, alors que les C1G ou C2G ou C3G, le groupe donc vont être actifs, les C1G ou C2G. J'ai juste les pénicillines qui ne sont pas actifs. Bien sûr, si on associe l'acide clavulanique, il va rétablir leur activité. L'amoxicilline ou l'acide clavulanique, l'augmentant, va être actif sur les bactéries qui sont sécrétrices de pénicillinase. L'augmentant, il est assez robuste comme antibiotique, hein, alors que la base est amoxicilline. Un inhibiteur de pénicillinase pour que la pénicillinase qui est sécrétée par la bactérie sera anéantie, l'activité. Pour les bactéries, les céphalosporinase, donc AS, elle détruit les C1G ou C2G ou Z-l'amoxicilline. Ok, c'est clair? Voilà, là. Oui, c'est clair. Oui. D'accord. Et on termine. Donc, un exemple d'antibiogramme de résultat d'étude de la sensibilité aux antibiotiques d'une bactérie, d'une entérobactérie qui ne peut être que du groupe sensible à toutes, à part pénicilline G ou M. Le groupe, je ne sais Groupe 1. Premier groupe 1, donc Escherichia coli, Salmonelle, Shigelle ou Proteus. Donc pénicillinase, donc avec l'amoxicilline résistant, Tica résistant, Pépéra résistant ou l'amoxacide clave sensible. Elle est rétablie par l'acide clave. C'est le groupe 3. Bien sûr, pardon, le groupe de l'épile Klebsiella surtout, hein. Le Klebsiella pneumoniae, c'est la plus fréquente. Ou pas, le groupe 3, autre que Klebsiella ou Shigelle ou Salmonelle ou je n'ai toutes les autres espèces, mais donc je vous conseille le groupe 1, c'est qui m'a dit les espèces qui sont presque pathogènes spécifiques, hormis l'Yersinia. Le groupe 2 fait surtout le Klebsiella pneumoniae ou Citrobacter, ou le groupe 3 fait toutes les autres. Presque حتى كان ما فماش واحدة أخرى راهي ما قلت لكمش على واحدة أخرى هوني راهي في le groupe 3. Donc le groupe 3 fait la céphalosporinase, les bactéries qui sécrètent une céphalosporinase, donc elles vont hydrolyser C1G ou C2G ou les deux ou l'amoxicilline. Ou l'association amoxicilline acide clavulanique, parce que ces bactéries-là ne sont pas du tout, l'acide clave n'agit pas sur les céphalosporinases, mais elle ne rétablit pas l'action des céphalosporinases, que des pénicillinases. Okay. وبعد جروب 4 اللي قلت لكم تنجموا تنساوه اللي فيه اليرسينيا انتيروكوليتيكا اللي هي تعطي دياري زاده اما موجوده كان شي في لي بيي ديجا تمبيري اللي عندهم فروا ان بو فرواد الكليما فروا كيما لوروب. احنا فريمون اون نا با دو يرسينيا انتيروكوليتيكا في تونس. On n'a pas de diarrhée à Yersinia enterocolitica. On a les salmonelles et les Shigelle, mais on n'a pas Yersinia. Donc, il y a l'association des deux, pénicillinase ou céphalosporinase. Donc, هذا الناتوري que ce soit les bactéries le groupe 1 ou 2 ou 3 ou 4 mais ils ont des pénicillinases ou céphalosporinases naturellement, elles peuvent acquérir via les plasmides tout type d'autres bêta-lactamases. معناتها pénicillinase, céphalosporinase, نراو البيتا BLSO ou bêta-lactamase ou le carbapénémase. Donc هذوما الكل
qui sont naturellement sensibles à certaines bêta-lactamines ou résistantes à d'autres, elles peuvent au cours de la vie acquérir d'autres bêta-lactamases. Donc c'est pourquoi les choses vont se compliquer un peu plus. Ou toutes sortes de bêta-lactamases que les bactéries peuvent avoir. La pénicillinase peut être naturelle que acquise, ou céphalosporinase est naturelle ou acquise. En plus, les BLSE et les carbapénémases ne peuvent être que acquises. معناتها ما تنجمش تكون عندها في الكروموزوم نتاعها ناتوريلمون، هذه تنجم تكون اكيز كو فيا لي بلازميد. هذه البي ال اس او والكربابينيماز لي بيتا لاكتاماز سبيكتر élargi. Les tout naturels هوني qui peut être naturel pénicillinase ou céphalosporinase le spectre leur spectre d'hydrolyse elles peuvent détruire حتى C2G. علاش بعد هما اخترعوا C3G والكربابينيم pour résister à ces bactéries qui sécrètent les pénicillinases et céphalosporinases. Les bactéries sont beaucoup plus intelligentes, ont modifié leur bêta-lactamase pour que elles s'attaquent aussi aux céphalosporines de troisième génération. Donc, هذوما كلهم des bactéries qui ont un peu affiné leur bêta-lactamase pour résister à beaucoup d'antibiotiques qu'on a, nous, découverts pour contrecarrer ces bactéries. Donc, le BLSE, leur spectre s'élargit, le C3G, une bactérie qui a une bêta-lactamase à spectre élargi, le carbapénème peut la tuer. Alors que هذا قعدنا نستعملوا فيه في les années 2000 à tort et à travers حتى les bactéries elles ont sécrété des carbapénémases qui ont hydrolysé toutes les bactéries, toutes les bêta-lactamines et sont des bactéries quasiment les toto-R qu'on trouve, les toto-résistantes. Généralement, ceux qui acquièrent les carbapénémases sont déjà résistantes à tous les autres antibiotiques. Le carbapénémase est résistante à tous les antibiotiques. Donc ça définit la BLSE. Résistante aux pénicillines ou C1G, C2G ou C3G, ou le carbapénème sensible. Donc généralement, c'est une bêta-lactamase à spectre élargi. Et ça, lorsqu'on la trouve chez un malade, c'est une bactérie BMR, c'est parmi les bactéries multirésistantes, souvent résistantes à d'autres antibiotiques. Et déjà, le carbapénème parmi les antibiotiques actifs, voilà, les bêta-lactamines actifs ou les bêta-lactamines sont les antibiotiques les plus utilisés en thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment un choix thérapeutique très limité. Donc, on intensifie les mesures d'hygiène autour des malades qui sont infectés par ces bactéries-là pour qu'on ne les transmette pas les autres malades qui marient dans la vidéo déjà. Donc, on doit intensifier les mesures d'hygiène. Tu ne transmets pas ces bactéries-là. Ou c'est le comble, la carbapénémase, elle est résistante à toutes les bêta-lactamines. Ça, vraiment, c'est pas BMR, on s'appelle XDR, donc des bactéries toto-résistantes, quasiment. OK, c'est clair. Donc, ça, c'est des sigles internationaux. Un sigle qui doit être collé sur le compte rendu du résultat pour orienter aussi bien les médecins que les infirmiers ou tout le personnel soignant que cette bactérie, elle est une BMR, une bactérie multirésistante. On doit intensifier les mesures d'hygiène tout autour de ce malade pour diminuer la transmission. Il faut quasiment isoler le malade dans une chambre seule, pour qu'en fin de compte, il ne partage pas ces bactéries avec lui-même, avec les autres malades. Donc, en plus, sur le dossier du malade et aussi sur sa chambre, pour que ça soit vraiment bien isolé des autres. C'est clair? هذا ريتوا ولا ما نتخيلش بديتوا تعملوا دي ستاج ولا عملتوا ولا انتم ديجا عملناو ولا لا؟ Oui, madame, عملنا دي ستاج عملناه mais juste نتاع تابع لي بي ام معناها juste samedi. D'accord. ما وصلتوش باش تراو هكا de tels malades infectés ou colonisés. Mais abstraction en fait, juste pour vraiment insister sur l'importance de lavage des mains. Vraiment, c'est nos mains qui sont les vecteurs des bactéries multirésistantes ou toutes les bactéries à l'hôpital, à la fois des bactéries que des virus. Chaque geste
quand il faut, avant de toucher le malade, après avoir touché le malade, laver vos mains. Que ce soit lavage ou la solution hydroalcoolique. C'est la règle d'or. Mais, donc, pour les autres antibiotiques, généralement, ceux qui ont une résistance au bêta-lactamine vont avoir d'autres résistances. علاش خاطر هو البلازميد هكا qui code pour les bêta-lactamases تلقى déjà عنده في des gènes de résistance pour les autres antibiotiques. Enfin, ce sont les bactéries qui ont le plus de résistance qui vont survivre dans les hôpitaux. Donc, أكثر وحيد résistante aux antibiotiques هما أكثر وحيد باش تلقاهم في les hôpitaux, ils vont être transmises de plus en plus entre les malades. Donc, on va voir maintenant les principales bactéries pathogènes. Je vais rapidement les 4 bactéries pathogènes spécifiques. Escherichia coli, Salmonelle, Shigella ou Yersinia. Ou les pathogènes opportunistes, en fin de compte, c'est clair. هما شفيهم ils ont comme تحدوا فيهم اللي هما كل les autres que Salmonelle, Shigella ou Yersinia, où elles se comportent de la même façon. Elles peuvent être responsables de tout type tout autre type d'infection que les diarrhées. Donc, les infections urinaires, abdominales, cutanées, les nosocomiales ou la communautaire. Et ce que vous allez apprendre, l'important, c'est leur résistance aux antibiotiques. L'infection, malade infecté, le prélèvement. Tu vas attendre en fin de compte le résultat ou entre-temps, tu dois savoir la résistance de ces bactéries aux antibiotiques. Donc, enfin, c'est pas très important sur le plan bactériologique. Les bactéries, les pathogènes opportunistes, les entérobactéries. Le plus important de savoir, ce sont les bactéries que vous allez les traiter le plus à l'hôpital, sans que ça ait une pathogénicité particulière. Les malades, comme colons immunodéprimés, ils vont développer des infections urinaires entérobactéries, des pneumopathies de ventilation, des infections de plaies, des péritonites, et vous allez être amené à les traiter. Donc, vous allez faire des prélèvements, recevoir l'antibiogramme et le traiter le patient avec l'antibiotique qui a le moins large spectre, bien sûr, et qui te vise le bien dans le site de l'infection. OK. Pour les pathogènes spécifiques, on va les voir un peu. Allez, pathogènes spécifiques. Qu'est-ce qu'ils ont comme facteur de virulence pour les rendre un peu pathogènes spécifiques? Donc, commençons par le Escherichia coli. C'est la bactérie la plus fréquente dans notre tube digestif de point de vue aérobie. Le nombre de bactéries qu'on possède, voilà, la diversité des espèces qu'on a dans notre tube digestif, elle est faite souvent de bactéries anaérobies, majoritairement des bactéries anaérobies. D'ailleurs, l'odeur fétide des selles provient des gaz qui sont dégagés des bactéries anaérobies. Hein. Et les bactéries aérobies, 80% des bactéries aérobies qui existent dans notre tube digestif sont des Escherichia coli. Quasiment ما عندوش Escherichia coli dans son tube digestif. Bien sûr, أكثر حاجة موجودة هي les E. coli comme ça. Et d'ailleurs, pour mesurer la potabilité de l'eau, on mesure le nombre de Escherichia coli dans l'eau. Ça m'a colorimétrie. Donc, اللي هو صالح للشراب ولا autrement dit, et on doit doser le nombre de Escherichia coli. On doit trouver moins de 10 puissance 3 bactéries par litre pour dire que l'eau, elle est potable et on peut la consommer. Une fois on a beaucoup de Escherichia coli dans l'eau, c'est qu'elle a été contaminée par les matières fécales, qu'elles soient d'origine humaine ou animale. Les animaux ont de Escherichia coli dans notre tube digestif. Abstraction, en fait, l'eau, elle est contaminée par les matières fécales et ne peut pas être potable. Mais au laboratoire, c'est de loin la bactérie la plus isolée, surtout dans les infections extra-digestives et particulièrement urinaires. Donc, sur le plan caractère bactériologique, vous n'êtes pas, c'est les caractères des entérobactéries, donc une bactérie de culture facile. Sur le plan antigénique, elle a beaucoup de sérotypes sur la base des antigènes O, K et H, et en plus quelques antigènes F d'épili qui les rendent un peu plus pathogènes. Mais je vous conseille, ce n'est pas la peine de les apprendre car vous n'allez pas les utiliser en thérapeutique humaine.
Pour moi, c'est pas important que vous sachiez ces sérotypes pour Escherichia coli. Ce qui est plutôt important, c'est de savoir que les E. coli commensales n'ont pas de facteur de virulence. La quasi-totalité des E. coli qu'on possède n'ont pas de facteur de virulence. Au cours de leur évolution, elles peuvent acquérir des gènes de résistance via, bien sûr, les plasmides, les phages, les îlots de pathogénicité, les transposants que vous avez vus l'année dernière, génétique bactérienne. Donc, au cours dans le tube digestif de l'homme et des animaux, elles peuvent acquérir beaucoup de gènes de résistance. Donc, et ainsi, quelques souches pathogènes spécifiques ont acquis beaucoup de gènes de virulence qui les rendent capables d'envahir nos intestins pour devenir pathogènes spécifiques responsables de diarrhée. Et les autres, elles peuvent acquérir d'autres facteurs, que ce soit surtout des facteurs d'adhésion, les larves urinaires, pour donner des pathologies urinaires. Mais quasiment la majorité des souches qu'on possède dans notre tube digestif sont commensales dénuées de tout facteur de virulence. Si par hasard, on peut acquérir une souche de Escherichia coli qui a des facteurs de virulence particuliers, on peut donc développer une infection intestinale. Voyons ces infections intestinales, à peu près, on a 4 types, voilà, pathovars. 4 types de Escherichia coli, d'espèces qui ont acquis certains facteurs de virulence qui les rendent capables de détruire nos cellules intestinales et être responsables de diarrhée. En fin de compte, pas aussi diarrhée, on a 2 facteurs principaux de virulence ou de mécanismes physiopathologiques qui expliquent à on développe une diarrhée. Soit on a une diarrhée liquidienne qui est faite de sel vraiment liquidienne, voilà, plutôt une diarrhée qui est faite de sel plutôt glaireuse ou fiha du sang. Donc, ces 2 types de diarrhée sont fonction des facteurs de virulence ces bactéries pathogènes qui sont responsables de diarrhée. Femme le mécanisme toxinique qui se voit surtout chez Vibrio cholerae, parfois le choléra. Le col, c'est l'espèce type de diarrhée liquidienne ou toxinique et quelques souches de Escherichia coli aussi. Ou femme les bactéries qui sont entéro-invasives, qui ont une capacité d'envahissement de l'intestin, qui vont être plutôt responsables de diarrhée invasive où il y a beaucoup de sang dans ces diarrhées. Et nous, la toxinique. Donc, la bactérie, elle n'a pas le pouvoir de pénétrer dans nos cellules, les cellules entérocytaires, les entérocytes. Juste, elle adhère au niveau des entérocytes et sécrète une toxine qui, elle va diffuser et inhiber les canaux ioniques de façon qu'elle va inhiber l'absorption du Na+, et sécréter le chlore. Elles vont inhiber nos cailloux ioniques dans l'intestin qui servent à l'absorption de l'eau. Donc, on ne va plus absorber l'eau et on va sécréter l'eau de façon qu'on va perdre beaucoup d'eau dans les selles. Donc, on ne va plus absorber l'eau et les selles seront très liquidiennes. Donc, ça, c'est une diarrhée liquidienne. Et on a déjà, elle n'a pas développé une telle diarrhée. D'accord. Staph aureus, certaines souches qui sont sécrétrices de toxines qui peuvent attaquer nos intestins et être responsables de diarrhée. Donc, on n'aura que des selles liquides. Mais alors que les bactéries à mécanisme entéro-invasif, on a plutôt des bactéries qui ne vont pas simplement adhérer les intestins, les cellules entérocytaires, mais elles vont pénétrer à l'intérieur de l'intestin, des cellules intestinales, épithéliales de l'intestin, vont se propager d'une cellule à une autre, passer dans la sous-muqueuse, donc elles vont envahir à la fois la couche épithéliale que la sous-muqueuse, entamer une réaction inflammatoire très intense dans la sous-muqueuse, recruter des PNN, et aussi l'inflammation des globules rouges aussi. Et ces PNN et ces globules rouges vont être sécrétés aussi dans les diarrhées. On a aussi une destruction de ces cellules épithéliales de façon qu'il y aura une émission de glaire aussi. On aura donc des diarrhées glairo-sanglantes, la glaire, qui est le témoin de la destruction des cellules épithéliales et du mucus qui existe dans la
couche muqueuse, et aussi du sang et des polynucléaires neutrophiles, le témoin d'une réaction inflammatoire intense qui se déroule dans la muqueuse. Donc, c'est pourquoi on aura, dans les selles, la présence de globules rouges et de globules blancs, qui est le témoin d'une invasion de l'intestin. Donc, ce sont des diarrhées relativement plus graves que celles toxinogènes. Toxinogènes, on a presque que perte de l'eau. Le seul risque, c'est la déshydratation, où l'intestin intègre aucune destruction de nos cellules, juste l'effet de la toxine, il est levé et on reprend notre vie normale. Alors que pour les bactéries qui sont invasives, elles sont beaucoup plus pathogènes parce qu'elles vont détruire nos intestins et l'effet peut persister jusqu'à 12 jours, l'état que les cellules épithéliales régénèrent. Mais bon, il reste beaucoup moins longtemps, mais quand même, elles sont beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, on a une fièvre associée. À la khater, fama une invasion de l'intestin, fama une réaction inflammatoire. Alors que ma famille fièvre bilkul, à la khater, il n'y a aucune invasion de l'épithélium. Voilà, de la sous-muqueuse. Pas de réaction inflammatoire, pas de globules blancs, pas de globules rouges dans les selles. Voilà les deux mécanismes physiopathologiques de la diarrhée. Oui, madame. Ok. Donc, l'exemple type, c'est le choléra. C'est quasiment la seule diarrhée qui est grave parmi les diarrhées toxiniques. Elle peut faire perdre la quasi-totalité de l'eau de notre organisme et tuer même un adulte. Et le choléra, grave. Donc, on peut se vider quasiment de notre eau totale en 24 heures. La seule. Ou le Escherichia coli entérotoxinogène ou Staph aureus, qui sont les 3 bactéries qui sont responsables de diarrhée toxinique, sont pas graves. Les diarrhées sont beaucoup plus graves. Une destruction de l'intestin et une diarrhée glérosanglante où il y a l'émission de sang, de cellules épithéliales et de globules blancs. Donc, on a fait le Escherichia coli, les Escherichia coli entérotoxinogènes et les Escherichia coli entéro-invasives ou entérotoxinogènes. Donc, c'est les pathovars de ces Escherichia coli qui ont acquis soit des toxines, soit des facteurs qui les rendent responsables de la destruction des cellules, de nos cellules épithéliales et les rendent responsables de diarrhée. Donc, le reste des bactéries qui sont responsables de diarrhée, déjà, la quasi-totalité des bactéries responsables de diarrhée, que ce soit le Escherichia coli et ses pathovars qui sont responsables d'infections intestinales. On va voir la Shigelle, c'est l'espèce type responsable de diarrhée glérosanglante. On va voir aussi les salmonelles ou les Yersinia. Donc, la quasi-totalité des bactéries responsables des diarrhées sont des entérobactéries. Il y a le Vibrio cholerae et certaines souches de staphylocoque et le Campylobacter ou Clostridium, qui sont responsables de diarrhée. Donc, le Escherichia coli entérotoxinogène, il y a le Vibrio cholerae. En fin de compte, c'est un Escherichia coli qui a acquis la toxine de Vibrio cholerae. Le Vibrio cholerae, les autres vibrio autre qu'une toxine qui inhibe nos caillots ioniques, qui absorbe l'eau dans l'intestin. Donc, qu'est-ce qu'elle a acquis, le Escherichia coli toxinogène? Elle a acquis à la fois un gène qui la rend capable d'adhérer à nos villosités, intestin, en plus qui sécrète une toxine qui va inhiber les canaux ioniques, elle a plus des canaux sodiques qui absorbent le potassium. On va plus, le sodium. On va plus absorber le potassium. Donc, le sodium va être libéré dans notre intestin et avec le sodium, bien sûr, l'eau découle. Donc, on va perdre beaucoup d'eau. Donc, ce sont des bactéries Escherichia coli qui ont dans leur génome un gène qui code pour les adhésines, qui leur permettent de se fixer, ou un gène qui va permettre de sécréter la toxine qui, elle produit, elle inhibe la sécrétion, l'absorption de l'eau du tube digestif. Donc, ce sont des diarrhées, on n'en a pas beaucoup en Tunisie, ce sont des diarrhées des voyageurs, sont fréquentes dans les pays de l'Afrique, en Égypte aussi, puis Tunis, on n'en a pas beaucoup.
Les bactéries, les autres types de Escherichia coli sont les Escherichia coli qui ont plutôt maintenant acquis des facteurs de virulence, des gènes qui leur permettent d'envahir nos intestins. Vous voyez, elles ont la capacité de diffuser. Ça va? Vous avez une question? Donc, ce sont des Escherichia coli entéro-invasives. Donc, elles ont la capacité d'envahir nos cellules épithéliales, les détruire et donner une réaction inflammatoire intense, exactement comme les Shigella. Donc, elles ont acquis les gènes de virulence des Shigella. On va les voir avec les Shigella et donc vont être responsables de diarrhée gléro-sanglante où il y a émission de glaire, de sang, de polynucléaires dans les selles avec une fièvre, bien sûr. Les autres Escherichia coli, ce sont les E. coli qui sont entéropathogènes. Juste, ce sont des Escherichia coli qui ont acquis des gènes qui leur permettent de se fixer sur les villosités et les aplatir de façon, elle va effacer les microvillosités que ces microvillosités ne peuvent plus absorber l'eau. Donc, elles vont les rendre plutôt incapables d'absorber notre eau. Les canaux ioniques موجودين les microvillosités. Donc, elles vont détruire nos microvillosités et ainsi, elles vont être responsables de diarrhée, plutôt des diarrhées fébriles, une inflammation. Et sont vraiment les diarrhées infantiles typiques. Elles sont associées à certains sérotypes de Escherichia coli. Bon, c'est pas assez important. Le quatrième type, c'est le Escherichia coli entéro-hémorragique. Les entéropathogènes, elles ont acquis les gènes qui vont effacer les microvillosités, mais aussi des toxines. Elles ont la capacité de sécréter des toxines qui, elles vont diffuser dans le côlon et vont s'attaquer aux cellules endothéliales des vaisseaux. Donc, vont les abîmer, les détruire, donc vont être responsables de diarrhée hémorragique et peuvent même s'attaquer aux cellules endothéliales des reins de façon qu'elles peuvent donner un CHU, qui est un syndrome hémolytique urémique. Un syndrome qui une lyse des globules rouges, mais aussi une urémie, une insuffisance rénale. Ce sont généralement des infections très graves associées au sérotype O157H7. Donc, le sérotype de Escherichia coli qui est associé fréquemment à ces E. coli entéro-hémorragiques qui sont souvent, les E. coli entéro-hémorragiques, pas عند les bovins et ne sont pas pathogènes chez les bovins. Plutôt, elles contaminent la chair de la viande des bovins. Et vraiment, elles sont en fin de compte très véhiculées par les steaks. Les steaks sont très dangereux. On va hacher la viande. La viande va être contaminée par les selles des bovins, mais elle est contaminée en surface. La viande est contaminée et tu la cuis directement, les bactéries à la surface de la viande. La viande hachée, si tu as des bactéries à la surface de la viande, elles vont pénétrer au fond de la viande hachée. Et quand tu vas cuire les steaks, et comme les steaks ne sont pas souvent bien cuits au fond, elles vont garder des Escherichia coli. C'est pourquoi il y en a beaucoup de Escherichia coli entéro-hémorragiques dans les pays européens parce qu'ils mangent beaucoup de steaks mi-cuits. Hachés mi-cuits. Ils achètent beaucoup de steaks surgelés où les Escherichia coli peuvent persister vivantes. Donc, des steaks hachés surgelés mi-cuits sont très pourvoyeurs de Escherichia coli entéro-hémorragique. En Tunisie, pas beaucoup. Déjà, là, je crois, il y a 5 ans, il y avait une grande épidémie de Escherichia coli entéro-hémorragique en Europe. OK. Ben, c'est clair. واضح le Escherichia coli avec les pathovars نتاعها. Oui. Oui, d'accord. Ben, on continue avec les autres Escherichia coli. Donc, Escherichia coli, إذا نحبوا نعرفوهم, il suffit pas d'identifier l'espèce. Tu identifies l'espèce Escherichia coli et les gènes de virulence. باش تنجم تفرق اللي هي commensale ولا pathogène spécifique. Donc, diagnostic نتاعها صعيب برشا. هذه une diarrhée à Escherichia coli. خاطر Escherichia coli باش تزرع une selle diarrhéique, tu peux chercher Escherichia coli. Mais tu peux pas chercher toutes les Escherichia coli خاطر احنا ما فماش سيل ما فيهاش Escherichia coli.
Donc, tu es obligé de chercher les Escherichia coli qui ont les gènes de virulence. Donc, on peut les faire quasiment que par PCR ou pour chercher les gènes qui codent pour ces facteurs de virulence, pour savoir quel type de Escherichia coli on en a. C'est pourquoi le diagnostic reste vraiment très peu fait des diarrhées à Escherichia coli. Mais ça n'empêche, dans toutes les autres infections intestinales, extra-intestinales, Escherichia coli est de diagnostic très fréquent. D'ailleurs, elle est la première cause d'infection urinaire, ou surtout chez la femme. Pourquoi Escherichia coli c'est plus fréquente dans les infections urinaires, particulièrement chez la femme. La femme fait beaucoup plus d'infections urinaires que l'homme. D'accord. Donc, l'urètre, il est plus court et donc on sait que Escherichia coli, c'est la bactérie la plus fréquente. Elle va remonter facilement. Elle a la capacité de remonter plus facilement chez la femme que chez l'homme. Elle peut remonter à partir du côlon, de l'anus de la femme vers le méa urétral, puis vers l'urètre qui est très court chez la femme. Et donc, la femme fait beaucoup d'infections urinaires, particulièrement à Escherichia coli. Et les sources de Escherichia coli qui sont les plus uropathogènes et qui ont la capacité de faire des infections urinaires sont plutôt les Escherichia coli qui ont acquis les facteurs d'adhésion vessie. Surtout les pili de type P ou I ou S. Bon, je vous demande pas d'apprendre les types de pili. Il faut savoir juste que le Escherichia coli est la bactérie la plus fréquemment isolée d'infection urinaire. C'est ça. OK. Mais ce qui est important, c'est de savoir le niveau de résistance qu'a acquis Escherichia coli. Donc, on peut l'avoir dans les infections urinaires, que abdominales, que génitales, que néonatales. Néonatales, il faut apprendre que Escherichia coli de type K1, il y a l'antigène capsulaire de type K1 qui est la plus incriminée dans les infections materno-fétales. Lors du passage dans la filière génitale du nouveau-né, il va se coloniser. Il va être colonisé par les Escherichia coli de la femme, le vagin de la femme peut vraiment contenir Escherichia coli et c'est très facile d'avoir Escherichia coli dans le vagin à partir de l'anus. Donc, si elle a un Escherichia coli de type K1, il peut être responsable d'infection d'infection néonatale chez le nouveau-né. D'accord. Il a Escherichia coli autre K1, généralement, il n'est pas responsable d'infection materno-fétale. Mais le Escherichia coli K1, elle a vraiment la faculté d'adhérer au ménage du nouveau-né, être responsable de septicémie ou la méningite. Donc, c'est le seul Escherichia coli qui a une très grande importance chez le nouveau-né, le Escherichia coli K1. Le diagnostic, comme il est très rapide, culture très facile, puis 24 heures total, le Escherichia coli, ça pose aucun problème, sauf pour les infections urinaires ou, les infections intestinales, les diarrhées, où le Escherichia coli est de loin commence à surtout le plus fréquent. Donc, on doit avoir isolé le Escherichia coli. Mais il ne suffit pas d'isoler le Escherichia coli, tu cherches les facteurs de virulence qui sont responsables de diarrhée. C'est pourquoi c'est vraiment l'apanage des laboratoires de référence. D'ailleurs, en Tunisie, on ne fait pas le diagnostic de Escherichia coli, de diarrhée à Escherichia coli. Ce qu'on cherche dans les diarrhées, c'est Salmonelle et Shigella. Et les Escherichia coli, entéropathogènes, les pathovares, ne sont pas très fréquents en Tunisie. Mais je trouve ne sont pas fréquents, mais vraiment, on n'a pas les moyens de les tester. C'est ce que je peux dire. OK. Ça n'empêche. Ce qui est très important à savoir, c'est le niveau de résistance qu'a acquis Escherichia coli. Et normalement, c'est groupe 1. D'accord? Groupe 1 des bactéries, des entérobactéries, mais il y a bêta-lactamase في الجين نتاعها في الجينوم. Donc normalement elle est sensible à l'amoxicilline, au C1G, au C2G, au C3G ou le carbapénème الكل. Mais vous voyez les niveaux de résistance qu'on a acquis en 2018, dans 70% des cas, elle est résistante au pénicilline. Dans 20%, elle est résistante aux céphalosporines troisième génération, dans 30% presque au fluoroquinolone. Vous voyez que c'est vraiment très, très alarmant le niveau de résistance. Et pourquoi c'est important de le savoir? Vous pouvez répondre, voilà. Pour éviter l'abus d'antibiotiques.
Oui, ouais, mais bon, ça. Mais anti médecin, pour traiter, tu as intérêt à savoir sont les niveaux de résistance qu'a acquis les principales bactéries. C'est pas efficace. L'efficacité du traitement. Ben allez. Pour orienter. باش تعرف اش تعطي باش ما تعطيش مثلا تو dans les années 40 وقت دوما ما اخترعوا لا بنسلين وقاو لا موكسيسيلين presque 100% des Escherichia coli étaient sensibles à l'amoxicilline. كان كيف يجيك malade l'amoxicilline تو إذا باش تجيك femme voilà n'importe lequel homme ولا femme وعنده infection urinaire وتعمل ECBU وتقعد تستنى le résultat في هيك les 48 premières heures لازمك تعطي un antibiotique شو باش تعطيه؟ باش تعطي l'amoxicilline les pénicillines. Si tu vas donner les pénicillines, tu auras combien de chances d'efficacité? 30%. Logique. Et مش حتى large spectre. Ils ont large spectre où il a conservé une efficacité. La bactérie n'a pas acquis de résistance de façon fréquente, qui dépasse les 20%. D'accord? Moins de 20% de résistance. Donc, c'est le plus important chez vous, c'est de savoir le niveau de résistance qu'a acquis, مثلا, Escherichia coli, que de savoir les facteurs de virulence qui vont pas t'aider في الdiagnostic. OK. بها نراوها الكا كلينيك باش تعرفوا كوميم ولو انه ما فماش برشا وقت mais quand même c'est important pour vous خلينا نراوها rapidement. Donc, j'ai un exemple, une femme qui consulte pour une infection urinaire, femme de 35 ans, abstraction faite, c'est pas important l'âge. Donc, sauf elle consulte pour des douleurs abdominales, fièvre ou brûlure mictionnelle, maintenant elle a une infection urinaire. Le médecin, donc, il a fait le diagnostic d'une infection urinaire probable. Pour la confirmer ou savoir si elle a la bactérie infectante, il y a un ECBE. Il demande un ECBE, un examen cytobactériologique des urines. Bien sûr, il y a un tahlil, il y a قبل ما تاخذ الانتيبيوتيك بيان سور هذا تفهمنا فيه دونك قال لها برا نمشي لابوراتوار اعمل التحليل وبعد خذ الانتيبيوتيك هو خلاها سو كوتريموكزازول بكتريم كي ان انتيبيوتيك كي شو يعمل البكتريم كوتريموكزازول سولفاميد تذكروا ولا ايوا synthèse des folates donc c'est un inhibiteur de l'ADN synthèse d'ADN. Donc, خليها sous cotrimoxazole وقال لها ارجع بعد 48 heures pour adapter le traitement. OK. Donc le malade هي مشات عملت le CBU en fin de compte elle s'est pas améliorée déjà elle a reconsulté après 48 heures parce qu'elle s'est pas améliorée ما تحسنتش. Donc apparemment l'antibiotique n'a pas été efficace. En fait le CBU il a mis en évidence le Escherichia coli puisqu'il est responsable de plus de 80% des infections urinaires. أكثر جرم responsable d'infection urinaire هو Escherichia coli. علاش خاطر par de fréquence على خاطر هو أكثر واحد موجود في التوب ديجستيف ماهيش كليبسيا أكثر واحدة موجودة عندنا في التوب ديجستيف Escherichia coli donc أكثر واحدة عندها la probabilité de monter dans la vessie هي Escherichia coli. En plus عندها quelques facteurs d'adhésion. Donc on a mis en évidence Escherichia coli. Et voici l'antibiogramme, le résultat. Il y a 48 heures. On a fait que 48 premières heures. Où a le bactérie le trimethoprim sulfamide, l'association des deux. En fin de compte, il s'est révélé que le malade il était résistant. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il avait tort ou pas de donner le bactérie dans les 48 premières heures? علاش عطاه كان صحيح ولا كي عطاها البكتيري؟ À votre avis, il aurait dû donner quoi? ولا هو غلط ولا غالب هو في ماهوش غلط d'accord غلط ولا مش غلط هو في بالي غلط يا مدام بح علاش في بالك غلط مش نورمال يبدا بالبنسلين بنسلين علاش على حسب رايك يبدا بالبنسلين مش يبدا بالفاميه على selon le relevé يبدا بالفامي. ايوه دونك نورمالمون مش يبدا بالفامي هو سي فري هو ماذا بيك تعطي بيتالاكتامين هي سي لا بلو la famille la plus utilisée
Mais en fin de compte, هو كيفاش في البريسكريبسيون تصير؟ هو يقول لازمك تعرف شنو هي لا بكتيريا لا بلو فريكامون ايزولي les infections هذيا. دونك علاش ماذا بيك تعرف انت مثلا في الانفكسيون اورينير سي شوشيا كولي، ولازمك تعرف عندك une idée sur la sensibilité de شوشيا كولي، عندك دي prévisions. est-ce que هي تكون elle sera plus sensible للبنسلين que البكتيري، ولا شنو من لي بيتا لاكتامين qui est la plus efficace، ولا peut-être نعطيها une quinolone. D'accord, هما شنو les plus fréquentes؟ il y a bêta lactamine quinolone هما les plus utilisés. Donc mais quand même parmi les bêta lactamine شنو باش تعطيها؟ pénicilline. c'est logique. احنا قلنا تعرف قداش pénicilline 70% résistance للبنسلين. دونك اذا باش تعطيها عندك 70% ديشيك. نزيدوها خاطر عمليه وي مي كو ميم اذا حنا راه حتى لاسيد كلافولانيك راهم ستاتستيك نتاع عمليه 2019 on a isolé à peu près 1000 bactéries في l'hôpital. راهو les résistances. l'amoxicilline pénicilline 70% ou 76 ولات l'amoxicilline acide clavulanique 43%. اوكي تيكارسيلين كيف خاطر pénicilline. donc C2G 25%, C3G 22%, l'imipenem 0,5% ou le quinolone 30% ou les autres 1%. Donc vous avez droit à utiliser quel antibiotique? هو en fin de compte لازمك تختار واحد qui a moins de 20% de résistance. Tu dois tolérer moins de 20% d'échec. Donc il n'avait pas le droit d'utiliser les bactéries. خاطر كانت 40%. هو هيك البروتوكول نتاع peut-être 1980. Le bactérie n'avait pas 40% de résistance. Les entérobactéries. Madame, le pourcentage pour donner l'antibiotique, le minimum. Minimum, ماذا بيك 0% de résistance. أقل من 20%. معناتها إذن عندك أقل من 20% d'échec. معناتها moins 20% de résistance. معناتها الصفر اللي عندك حق باش تعطيهم هنا. اللي عندك أقل de 20% de résistance. Oui. مدام كان عطاها في ال 48 بريمير اور عطاها كربابينام عادي؟ هو المشكلة اللي apparemment باش يولي هيك هو bientôt on va aboutir que au carbapénem qui ont moins de 20% de résistance. ماهوش عادي علاش؟ على خاطر c'est un antibiotique à très large spectre qui logiquement doit être réservé aux infections nosocomiales. ou hospitalisation. C'est logique pour d'hospitaliser une malade qui a une infection urinaire simple pour lui donner un antibiotique à très très large spectre, le plus large spectre. C'est pas logique. Mais actuellement, ça se fait. Surtout pour les états graves, voilà, qui font des infections à répétition, ils ont un risque d'avoir des bactéries résistantes. Malheureusement, oui. Du moins, ريتو قداش C3G ولينا في 22% normalement أخطر. احنا عندنا تويك 20% de résistance للشيشيا كولي pour les C3G. C'est grave d'avoir de tel pourcentage de résistance. خاطر قبل كنا في 5%. pas moins de disons اللي كنا moins de 5% de résistance. كل عام يزيد واحدة في pourcentage. معناتها on aura تو à peu près في l'hôpital. إذا خاطر هذوما les bactéries من l'hôpital والcommunauté علاش c'est pas les plus fiables. mais quand même عندك 20% de résistance للشيشيا كولي معناتها عندك 20% d'échec thérapeutique. واضح لو برانسيب ولا تاخذ لي زوج شيشيا كولي نتاع مناول الكل وتراهم قداش ريزيستانت. نورمالمون هما à l'origine elle était sensible à toutes ces à toutes ces antibiotiques, à tous ces antibiotiques. Vous voyez comment elle a acquis de résistance. شيفجة d'accord. قبل كانت 0% de résistance à l'imipenem, carbapenem. تولينا في 0,5%. ما نحكي لكمش على les autres bactéries قداش ولاو multi résistants. Pour les quinolones كيف 30% c'est trop pour les fluoroquinolones. هما كي تجي ترى احنا on fait chaque année هما les relevés pour adapter les antibiothérapies. Donc هما ce qu'on établit pour toutes les bactéries. Et ces sensibilités-là sont en fin de compte communiquées chaque année pour les médecins pour avoir une idée sur les résistances. Vous n'êtes pas tenu d'apprendre toutes ces résistances, mais quand même d'avoir une idée. Ce que vous allez apprendre, c'est le protocole thérapeutique.
pour le traitement d'une infection urinaire et d'un protocole par France, malheureusement. Pour une infection urinaire, pour l'antibioprobabiliste, l'antibiogramme, dans les 48 premières heures, vous donnez soit une fluoroquinolone ou une C3G. Ok, donc هو غلط هو حقه عطى يا C3G يا fluoroquinolone. وبعد وقت يحضر l'antibiogramme يعطي un antibiotique à moins large spectre. Il peut donner l'amoxicilline qui a le moins large spectre وإذا résistant يعطي l'amoxicilline acide clave وإذا résistant وإذا sinon يعطي fluoroquinolone ولا cefixime C3G ولا البactrim. Donc le Bactrim c'est permis que pour les résultats de l'antibiogramme. وقت يجي هذا sensible. Sinon على الأول ما عندوش حق. يعطي يا C3G هذوما يا une quinolone. Mais هو حتى كان عطاها quinolone elle va pas se واحد guérir خاطر résistant هذه. OK. Donc ça c'est le principe, c'est de donner selon les protocoles thérapeutiques. انتم هذا شو باش تحضروا في الانفكسيون. Antibiothérapie probabiliste تعطي هذا ولا هذا وقت باش يجيك l'antibiogramme vous n'êtes pas tenu تحفظ ما تعطي le moins large spectre. ما تحفظ l'antibioprobabiliste qui est basé sur كيفاش يعملوها هما les protocoles thérapeutiques يعملوهم sur les bases des relevés de sensibilité aux antibiotiques. Donc normalement كل بلاد تعمل الواحد normalement on doit pas utiliser les protocoles نتاع فرنسا خاطر les bactéries اللي عندهم هما مش هما نفسهم اللي عندنا. احنا عندنا des bactéries plus résistantes. Normalement on doit adapter nos propres protocoles thérapeutiques aux résultats des bactéries, des sensibilités des bactéries اللي عندنا. À peu près c'est clair. Comment vous allez administrer les antibiotiques? Oui. Ok. Donc, ailleurs, mais c'est d'abord probabiliste selon l'épidémiologie. 48 premières heures, ou بعد يحضر l'antibiogramme, tu dois donner une antibiothérapie adaptée aux sensibilités. Donc, voyons maintenant Shigel rapidement. Shigel, c'est بنتعاملوا Escherichia coli entéro-invasif. Elle est responsable de la dysentérie, syndrome dysentérique. Les tout عملناه ولا في الجاسترو في السيميولوجي. لا. Sinon. C'est tout. Ben, d'accord. Donc, bon, sur le plan bactériologique, c'est pas important d'apprendre elle est immobile ou quel milieu elle va pousser. Donc, c'est une entérobactérie, culture facile. Ce qui est important, c'est de savoir que Shigel, 4 espèces. La plus fréquente en Tunisie, c'est Shigel flexneri. C'est ça ce que vous allez apprendre. La plus fréquente, c'est flexneri. Sinon, c'est une bactérie pathogène spécifique, bien sûr, responsable de diarrhée. Entérobactérie, strictement humaine. Elle n'est pas portée par les animaux. Escherichia coli. Escherichia coli à la fois humaine et animale. Donc, si on se contamine par une Shigel, c'est qu'un homme nous a contaminés. Mais je me suis dit un animal, comme Escherichia coli. Donc, strictement humain, logiquement, on doit l'éradiquer. Et quasiment, elle n'existe pas dans les pays européens. Les Shigel sont très propres. On n'est pas propres. Donc, on se contamine encore par les Shigel qui sont un témoin du péril fécal humain. Ok, malheureusement. Donc, c'est qu'on n'est pas propre, on peut porter encore des Shigel. Donc, transmission directe, indirecte, les fahamtel comme déjà, et elle est endémique dans les pays, bien sûr, à mauvaise hygiène. Quand même, l'hygiène est les pays vraiment sous-développés. On a quelques cas sporadiques, c'est pas très fréquent, franchement, et surtout, ce qu'on a, c'est Shigel flexneri. Okay. Donc, physiopathologie, donc elle va pénétrer la bactérie, va envahir nos cellules épithéliales. Donc, comment elle les détruit? Elle va faire en fin de compte les filaments d'actine, elle va les condenser de façon qu'elle va pouvoir les utiliser pour se mobiliser d'une cellule à une autre et pour détruire les jonctions intercellulaires ensuite, d'accord? Et en fin de compte, elle va vraiment détruire toutes ces cellules épithéliales. En plus, elle va passer dans la sous-muqueuse de façon qu'elle va entraîner une réaction inflammatoire importante ici, donc recruter des PNN,
des globules rouges et ainsi, après la destruction des cellules épithéliales, tout ça va être émis dans les selles de façon qu'on aura des selles glérosanglantes. Le syndrome dysentérique, c'est en fin de compte un syndrome fait de douleur abdominale, de diarrhée afécale, de ténèse épreinte. Donc ça, c'est un syndrome vraiment très grave. Ça peut être une responsable de déshydratation, mais aussi de complications neurologiques si la toxine va diffuser, la toxine du Shiga. Mais quand même, enfin, le syndrome dysentérique, il est très, très... les douleurs abdominales sont insupportables, et en plus il peut être responsable d'une fièvre assez importante, donc c'est une urgence pour le traitement. Elle peut se compliquer d'une colite, d'accord. Et sur le plan diagnostic, c'est facile. On aura des selles glérosanglantes. L'aspect, il est très, très parlant, avec des globules rouges, des globules blancs dans les selles. Normalement, on n'a ni globules rouges ni globules blancs dans nos selles. Et on va voir aussi pouvoir isoler cette bactérie via les milieux sélectifs dans le laboratoire. Vous n'êtes pas tenu à apprendre le nom des milieux sélectifs. Et bien sûr, ça doit aboutir à l'étude de la résistance aux antibiotiques. Les résistances acquises sont toujours fréquentes. Il est normalement sensible, mais on doit toujours étudier. C'est l'exemple type de la diarrhée invasive. Donc, axe le choléra, il y a pas de diarrhée liquidienne, elle détruit l'intestin de façon qu'il y aura une réaction inflammatoire et une émission de globules blancs et des globules rouges dans les selles. C'est les selles afécales, il y a que de la glaire et des globules rouges et globules blancs. Pour la troisième bactérie pathogène spécifique, Salmonelle, elle est responsable aussi de diarrhée et diarrhée invasive. Mais on va voir comment. Salmonelle, il y a une seule espèce, la famille est bien par les entérobactéries, le genre Salmonelle. Il y a une seule espèce pathogène pour l'homme, c'est Enterica. C'est l'espèce où il y a plusieurs sérotypes, 2300 sérotypes quasiment pour Salmonelle. Ils sont basés sur les types antigéniques, l'antigène O, H et K, les antigènes des entérobactéries. Elles sont des bactéries pathogènes spécifiques, donc elles peuvent exister elles ne peuvent pas être portées à l'état normal. Elles sont toujours responsables de diarrhée. On distingue deux grands types. C'est très important de savoir le sérotype de salmonelle parce que c'est lui qui va différencier les salmonelles majeures et mineures. Les salmonelles majeures, elles sont responsables de formes septicémiques, donc elles vont être responsables de fièvre typhoïde, alors que les autres sérotypes vont être responsables de formes digestives pures et de diarrhée simple. Et donc, des diarrhées avec des passages dans le sang, donc des infections très graves, mortelles, en absence de traitement. Et les bactéries les plus incriminées, les sérotypes, l'espèce, on est l'espèce Salmonelle Enterica, et sérotype qui est incriminé, ici, c'est Typhi ou Paratyphi A, B ou C. Donc, en Tunisie, on a toujours quasiment que Typhi. Quelques cas de Typhi, mais les autres espèces, toutes les autres espèces sont responsables de formes digestives pures que de salmonellose, zoonose aussi, en fin de compte, souvent véhiculées par les animaux, particulièrement les poulets. Volaille. C'est la volaille. J'ai les filles en salmonelle. On se contamine fréquemment par la volaille. Quand on a une salmonelle, c'est souvent la volaille qui nous contamine, c'est pas l'homme. Alors que Salmonella typhi, elle est strictement humaine. Typhi, c'est strictement humaine. C'est un homme qui nous contamine. Elle est responsable d'une infection très grave. Ça peut être l'homme que les animaux, mais les animaux sont les plus pourvoyeurs de salmonellose digestive. Donc, c'est clair. Donc, les caractères bactériologiques, ce qui est à apprendre, c'est que le sérotype, il est vraiment très important pour le diagnostic des salmonelles. C'est lui qui va différencier les sérotypes responsables de formes majeures
de diarrhée et surtout de septicémie, des formes mineures qui sont des diarrhées simples. Donc, rares les sérotypes qui sont responsables de formes majeures que les salmonelles quasiment phytonosquentifient. Et les autres, tous les autres sérotypes quasiment sont mineurs et responsables de diarrhées invasives, que des diarrhées souvent simples, hein, mais compliquées. Donc, comment on les différencie sur le type antigénique ou le sérotype qui est formé par le type d'antigène O, H et BI de la capsule. Et ces formules sont déterminées selon ce grand tableau qui forme en fin de compte le sérotype de chaque espèce. Paratifi, مثلا A, elle a l'antigène de type 1, 2 et 12 et l'antigène H de type A, ainsi de suite. D'accord. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas tenu il n'y a aucune personne qui peut apprendre ces sérotypes-là. C'est pour que vous compreniez comment on détermine les antigènes O, les sérotypes des salmonelles. Et c'est important pour différencier deux grands types de maladies ou de salmonellose, les majeures et les mineures. Donc, ce sont des maladies du péril fécal. Donc, la transmission, elle est orofécale, soit directe, soit indirecte. Salmonella typhi ne peut être contractée qu'à travers l'homme, soit directement, soit à travers les eaux et les aliments contaminés par les selles fécales de l'homme, pas des animaux, alors que les autres salmonelloses, c'est surtout les volailles, soit les œufs pour Salmonelle enteritidis et la chair de la volaille pour Typhimurium. En fin de compte, les deux espèces les plus fréquentes dans les salmonelloses mineures, c'est enteritidis et Typhimurium. Salmonella enteritidis se trouve dans les œufs. Donc, on se contamine par Salmonella enteritidis si on prend les œufs mal cuits ou non cuits. Donc, mayonnaise, c'est la plus fréquente. Elle est formée par des œufs non cuits. Sinon, les glaces, aussi formées par des œufs non cuits, ou lorsqu'on prend des œufs peu cuits. Hein. Sinon, Salmonella typhimurium, c'est surtout quand on prend de la chair de la volaille mal cuite. Ok, pas bien cuite. Donc, comment on se contamine? Donc, par voie digestive, on va avaler les salmonelles. La dose, bien sûr, des majeures, elle est beaucoup plus faible, beaucoup plus virulente. Donc, après avoir passé l'acidité gastrique, elles vont traverser les cellules épithéliales, l'épithélium, à travers les cellules M. Elles ne vont pas détruire la couche épithéliale. Les cellules seront intactes. Juste, elles vont entamer une réaction inflammatoire intense au niveau de la sous-muqueuse. Donc, c'est une autre forme de diarrhée invasive. On a des bactéries qui vont détruire les couches de cellules épithéliales par condensation des filaments d'actine et leur destruction. Les filaments d'actine sont maintenus intacts, il n'y a pas de destruction des cellules épithéliales, mais la bactérie passe dans la sous-muqueuse où elle va entamer une réaction inflammatoire intense. Ainsi, on aura une diarrhée qui est fébrile, une réaction inflammatoire, et en plus, on aura une émission parfois des diarrhées sanguinolentes avec des globules blancs et globules rouges dans les selles, sans que la paroi intestinale ou la couche épithéliale superficielle ne soit détruite. Dans les salmonelloses mineures, on n'aura que la réaction inflammatoire qui est circonscrite dans la sous-muqueuse. Donc, les macrophages, après une réaction inflammatoire intense, vont pouvoir arrêter la bactérie. Donc, elle va mourir par des diarrhées. Donc, on n'aura que des diarrhées simples. Alors que pour les salmonelloses majeures, Salmonella typhi, la bactérie ne va pas être arrêtée par les macrophages. Ils ne vont pas pouvoir la manger. Au contraire, ces macrophages qui contiennent les bactéries, qui ne peuvent pas être détruites par les macrophages, les salmonelles majeures, vont continuer leur migration à travers le système lymphatique pour atteindre le sang, donner une septicémie d'origine lymphatique. Mais elles vont passer sous muqueuse digestive vers les ganglions mésentériques, vers le foie, vers la rate, pour donner une hépatomégalie, splénomégalie, mais aussi une septicémie d'origine lymphatique. Donc, elles ne sont pas arrêtées par le macrophage qui vont
en fin de compte, les faire disséminer vers le sang et tout le système réticulo-endothélial qui va être responsable de la fièvre typhoïde qui n'est qu'une septicémie en fin de compte et qui va être mortelle en absence de traitement. Les diarrhées, enfin, ma salmonelle peuvent guérir. On a parfois développé très une salmonellose qui c'est très fréquent quand même les salmonelles chez les volailles. Chez même les pays développés, on a des salmonelloses. C'est le réservoir animal qu'on ne peut pas éradiquer. Les animaux, d'avoir une bonne hygiène. Ok. Donc, les salmonelloses sont fréquentes aussi bien en milieu dans les pays développés que sous-développés. Donc, on en a. Mais ça peut être grave, les salmonelloses mineures, si le patient il est immunodéprimé. Dans ce cas, il peut même faire une septicémie. Le système immunitaire, les macrophages ne peuvent pas arrêter. Mais si on est vraiment incompétent, on va développer une diarrhée fébrile. On peut prendre des antibiotiques et guérir, et on peut même sans antibiotiques guérir. OK. Donc, de ce fait, le diagnostic des mineurs, c'est une diarrhée KO. Donc, c'est la coproculture, c'est la culture du sang, du décès qui peut faire le diagnostic. La bactérie se trouve aussi bien dans le sang que dans les selles. Donc, on peut faire les deux pour faire le diagnostic, l'hémoculture et la coproculture. Les salmonelles majeures, la fièvre typhoïde, vous allez avoir un tel cours explicatif de la physiopathe et la clinique au diagnostic KML en infectiologie. C'est pas notre cours. Les mineurs, oui, donc on a une réaction inflammatoire qui m'a dit comme très intense au niveau de la sous-muqueuse. Et lié à axe les Shigel, il n'y aura pas de destruction des cellules épithéliales. Elle est une diarrhée pas aussi gléro-sanglante que la shigellose. C'est pas le syndrome dysentérique France, c'est plutôt les gastro-entérites. Gastro-entérite, c'est une diarrhée fébrile avec vomissement. C'est ce qui fait c'est ce que fait généralement les salmonelloses mineures. Donc, un syndrome de gastro-entérite fébrile, donc fièvre, vomissement, diarrhée, généralement 8 à 10 heures après avoir être contaminé, soit par une mayonnaise, une glace ou un steak de volaille pas bien cuit. OK. Une diarrhée fébrile qui va se maintenir de 3 jours ou 4 jours maximum, normalement, elle va bien évoluer. Si plusieurs personnes se contaminent à partir de la même source, généralement mayonnaise, c'est très fréquent en Tunis, les fricassés avec les mayonnaises à l'origine de telle infection. Okay. Dans les restaurations collectives, donc si c'est plus que 2 personnes qui sont contaminées avec la même source, ça s'appelle une toxi-infection alimentaire collective. Mais les 2 fréquents, c'est typhimurium et entéritidis. Typhi, c'est majeur. Typhimurium mineur. Claire, واضح شوية. Salmonellose mineure majeure. Tabou. Oui. D'accord. Hein? Donc, diagnostic, c'est simple, c'est la coproculture. Tu dis le culture, les bactériaux, et c'est eux qui vont faire le diagnostic. Donc, vous n'êtes pas tenu de savoir le milieu sélectif, salmonelle, shigelle, SS, ectoène, c'est pas votre apanage. Puisque les bactéries sont fragiles, vous pouvez conserver les selles 24 heures sur le frigo. C'est pas grave. Donc, les préventions, c'est les règles d'hygiène, c'est le contrôle alimentaire des aliments, c'est la surveillance des restaurateurs. Ils ont cherché aussi et sont porteurs de telles salmonelles dans leur tube digestif. Normalement, on ne peut pas être porteur asymptomatique. On ne peut pas être porteur. C'est spécifique, pathogène spécifique. C'est toujours pathogène. Tu dois te traiter pour que tu ne contamines pas les autres. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir à peu près. Donc c'est à vous de le lire par la suite. Bref, pour Yersinia, enfin, je ne vais pas vous casser la tête avec Yersinia parce qu'elle n'est pas présente en Tunisie. Les 2 espèces qui sont responsables de diarrhée, pseudotuberculosis ou enterocolitica, sont des espèces vraiment très peu représentées en Tunisie. Le froid. Et nous, on n'est pas un pays tempéré, on n'est pas un pays froid. Donc, ce sont des bactéries qui sévissent beaucoup en Europe,
en Tunisie, c'est très rare. En plus, le diagnostic, ça y est. Donc, c'est quasiment, il faut apprendre qu'ils sont rares. Yersinia pestis, c'est la seule entérobactérie qui est responsable, ou la seule bactérie qui est responsable de la peste, qui m'a en Tunisie, dans le monde entier, la peste elle est en train de diminuer. Mais quand même, c'est une bactérie qui quasiment n'existe plus en Tunisie, bien que le réservoir peut être animal, mais elle nous joue. Donc, on n'est pas vraiment à l'abri de telle épidémie ou la pandémie, si elle peut ressurgir. Donc, c'est une bactérie, c'est vrai, elle est de moins en moins fréquente. Elle a décimé des populations au cours de l'histoire humaine. C'est la bactérie qui a fait les pandémies les plus dévastatrices dans le monde. Déjà, pestérifié, c'est que c'est une connotation péjorative très importante. C'est une bactérie qui, dans l'hôte, elle est rongeur, les rats surtout, les rats noirs particulièrement, et elle est transmise à l'homme par les puces. C'est une zoonose. Zoonose, maintenant transmise par l'homme, par l'animal à l'homme. Donc, Escherichia coli entéro-hémorragique par les bovins, elle est une zoonose. Les salmonelloses mineures, c'est une zoonose, donc transmise par les poulets, par les volailles à l'homme, et aussi la peste. Donc, le réservoir, c'est les rongeurs. On se pique par une puce et on va attraper la yersignose, la peste. Souvent, en fin de compte, la puce, elle veut plutôt piquer les rongeurs, mais accidentellement, elle peut piquer l'homme. Donc, la peste, elle sévit plutôt dans les forêts. Donc, chez les animaux. Accidentellement, les rats peuvent passer, surtout noirs, dans les villages, dans les villes. Elle sera une peste urbaine. On peut se contaminer aussi par la manipulation de cadavres, l'inhalation de poussière. Comme je vous ai dit, la peste est souvent sauvage. Le cycle MTH, c'est dans les forêts, dans les rongeurs, les écureuils ou les rats. Elle existe encore dans plusieurs pays du monde. Le réservoir n'est pas éradiqué. C'est les rongeurs et leur vecteur, c'est les puces. Donc, mazal موجودة dans les pays asiatiques, dans beaucoup de pays africains, qui la République démocratique du Congo, le Madagascar et Pérou sont des pays où la peste elle est encore endémique. Donc, on n'est pas à l'abri d'une importation de la peste. On peut être quand même infecté par la peste. On n'est pas à l'abri, si on dit, puisque c'est une bactérie, le réservoir animal, elle ne peut jamais être éradiquée. Accidentellement, elle peut passer chez l'homme à travers les qui marquent comme les puces. En fin de compte, c'est une maladie qui, comme elle est beaucoup moins fréquente que d'habitude. Dans le Moyen-Âge, elle a tué presque la moitié de la population européenne en 3 ans. Donc, c'est la pandémie la plus grave de l'humanité. Et en fin de compte, l'humanité, elle peut ressurgir à tout moment. Il suffit que les rats deviennent beaucoup plus fréquents. Et d'autant plus que la résistance aux raticides ou à le rodenticide, les raticides ou les insecticides, si les résistances peuvent augmenter, un jour, on peut être amené à une épidémie dévastatrice qui est le corona. Donc, c'est vrai, vous n'allez pas la rencontrer un des jours, mais je ne sais pas comment va évoluer la vie. Peut-être le corona peut donner une telle épidémie dans le monde, ou la pandémie, la peste peut un jour ressurgir et ça sera vraiment la catastrophe. D'autant plus que si la bactérie va être résistante. Actuellement, on a un traitement efficace. Mais si elle va résister, il y aura des résistances aux insecticides pour lutter contre les puces, aux raticides pour lutter contre les rats, et une résistance de Yersinia pestis aux antibiotiques, ça va être une épidémie vraiment mortelle à tous les coups. Donc, ça, juste pour vous mettre
sur la peste باش تعرفوها مرة شو معناتها. Donc ici ما زالت في مدغشقر في البيرو وفي الريبوبليك démocratique du Congo. On a chaque année une résurgence de la peste. Les cas ne dépassent pas les 3000 cas entre 2010 et 2015. Comment elle se présente la peste? C'est une adénopathie très douloureuse, très purulente au niveau de la piqûre de la puce, qui peut en fin de compte être la porte d'entrée à une septicémie mortelle. La peste, elle est mortelle en absence de traitement bubonique, dans 50 à 90%. Si la forme plutôt elle est septicémique suite à l'inoculation directe de la bactérie dans le sang, ça va être mortel à tous les coups, une septicémie mortelle. La forme pulmonaire, c'est quand on se contamine par inhalation, c'est l'inhalation par voie par manipulation de cadavres ou à d'homme à homme, s'il a une forme pulmonaire. Une forme pulmonaire, c'est une infection pulmonaire très grave, foudroyante, mortelle en 48 heures généralement, avec une hémoptysie. Donc, et c'est la forme qui est en fin de compte la plus grave, la plus contagieuse, et c'est la forme qui est utilisée en bioterrorisme. La bactérie qui est la plus utilisée en bioterrorisme actuellement, c'est Yersinia pestis. Il y a beaucoup de pays, en fin de compte, je ne sais pas lesquels, qui ont des souches modifiées de Yersinia qui sont rendues résistantes aux antibiotiques. S'ils vont les contaminer la population par de telles bactéries, ça va être la catastrophe. Donc, si vous voulez avoir une idée sur l'utilisation de telles bactéries en bioterrorisme, vous pouvez consulter le film de NCIS sur une attaque bioterroriste par Yersinia pestis. Juste un petit... vous avez, je crois, on a terminé presque. Donc, c'est intéressant de voir comment ils contaminent Vous voyez comment il envoie les bactéries par voie respiratoire, forme utilisée, et la forme qui est développée, elle est quasiment mortelle. Parfois, c'est heavy, voilà. Oui, madame, NCIS. NCIS. Et vous pouvez voir l'épisode une enveloppe envoyée avec des souches de Yersinia lyophilisées qui étaient en fin de compte inhalées, et il a développé une forme de Yersinia pestis avec une bactérie génétiquement modifiée résistante à tous les antibiotiques. Vous pouvez voir avec la qualité de la médecine radicale. Donc, c'est toute une autre paire de manches. Bon, le diagnostic, c'est bactériologique, la prévention, c'est la désinfection. Donc, je ne sais pas, vous n'êtes pas en fin de compte tenu à savoir Yersinia pestis ou les détails de l'infection. Vous n'allez pas la voir, mais quand même, il y a la bactérie qui est responsable de la peste et son réservoir, c'est les rongeurs. Je ne vais pas vous casser la tête avec une bactérie que vous n'allez pas voir dans votre vie. Non plus Yersinia pseudotuberculosis ni Yersinia enterocolitica. Ce sont, c'est vrai, des bactéries qui peuvent être responsables de diarrhée, d'entérocolites, mais qui sont vraiment très, très rares en Tunisie. C'est l'apanage des pays froids de l'Europe du Nord ou de l'Amérique du Nord. Donc, si vous allez travailler un jour là-bas, vous pouvez les rencontrer, mais en Tunisie, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Donc, pas la peine de les apprendre. Ça va? Donc, peut-être on peut faire de telles évaluations le lendemain, demain. Vous avez des questions? Non, ça va. Ça va? On peut terminer les évaluations demain si vous voulez. Vous avez un autre cours. Hein? Oui. D'accord? Ça va grosso modo le principe?